Avec nous, vous êtes là, un petit jeune, évidemment. Tristan Banon aussi, qui rejoint cette bande du Temps de l'Info, éditorialiste à Franc-Tireur. Et puis les deux mousquetaires qui m'accompagnent depuis la rentrée, Maxime Yeddo, éditorialiste, et Guillaume Audat, journaliste pour l'International. Au sommaire de cette émission, eh bien, le torchon brûle entre Paris et Alger après la détention de l'écrivain Boualem Sansal et le refus du régime algérien d'accueillir l'influenceur expulsé par la France. Jusqu'où ira l'escalade? Nous poserons la question à l'historien Benjamin Stora dans une poignée de minutes. À 10h30, Los Angeles, le paradis des stars, toujours en proie aux flammes. Et à l'heure des questions, 5 foyers d'incendie sont toujours incontrôlés. Au moins 11 morts. Sommes-nous passés à l'ère des méga-feux? François Gémen, membre du GIEC, nous rejoint dans une demi-heure. À 11h, grand angle sur le retour de l'impérialisme américain. Panama, Groenland, Canada. Faut-il prendre au sérieux les menaces d'annexion de Donald Trump? Nous dévoilerons en exclusivité les cartes de cette grande Amérique fantasmée par ce nouveau président. Enfin, à 11h30, eh bien, grand entretien avec Thomas Huchon, expert en désinformation. Il va nous dire pourquoi le patron de Facebook fait aussi allégeance à Donald Trump au nom de la liberté d'expression et avec quelles conséquences pour nos démocraties. On va en discuter avec lui à 11h30, mais c'est tout d'abord le journal avec vous, Mathieu Kerman, qui s'ouvre naturellement sur cette nouvelle crise diplomatique entre Paris et Alger. Bonjour Paola, bonjour à tous. Et à la une donc cette nouvelle crise diplomatique, Bruno Retailleau estime qu'Alger cherche à humilier la France depuis quelques mois et le renvoi vers l'Hexagone d'un influenceur algérien expulsé a remis de l'huile sur le feu. Les relations entre les deux pays sont extrêmement tendues. Anaïs Girard. C'est cette vidéo qui a mis le feu aux poudres. L'influenceur Boualem N, 59 ans, s'est vu retirer son titre de séjour après avoir diffusé des appels à la violence sur les réseaux sociaux. Il est embarqué par les autorités françaises, direction l'Algérie. Mais stupeur à l'aéroport, Alger refuse d'accueillir son ressortissant, immédiatement renvoyé en France. Cet influenceur détenait un passeport, ce qui aurait dû conduire les autorités algériennes à l'accueillir dans son pays d'origine. Le fait qu'il ne le fasse pas est un précédent. Le contexte diplomatique entre Paris et Alger se détériore encore. Première raison, la position d'Emmanuel Macron sur le Sahara occidental. Il a fortement soutenu le Maroc, principal rival de l'Algérie. Autre sujet de tension, la libération demandée par la France de l'écrivain Boualem Sansal, incarcéré depuis mi-novembre. Si les Algériens poursuivent cette escalade, cette posture d'hostilité que j'évoquais tout à l'heure, alors effectivement, nous n'aurons d'autres possibilités que de répliquer. Dans une tribune au Figaro, l'ancien Premier ministre Gabriel Attal appelle à dénoncer l'accord franco-algérien de 1968. Et Paola Purari, vous y reviendrez dans quelques instants dans votre temps de l'info avec votre invité, l'historien Benjamin Stora. Ce sera dans moins de 10 minutes. Dans l'actualité également, un adolescent est mort de 14 ans, tué à Évreux. Son agresseur présumé de 16 ans a été placé en garde à vue. Il s'est dénoncé à la police. Les circonstances du drame ne sont pas encore connues. On y reviendra dans nos prochaines éditions. 4 jours après sa mort, les obsèques de Jean-Marie Le Pen ont lieu aujourd'hui. Une messe sera célébrée dans son village natal à la Trinité-sur-Mer dans le Morbihan. Obsèques organisées dans la plus stricte intimité familiale. Le fondateur du Front National sera enterré dans le caveau familial dans le cimetière de la commune. Un dispositif de sécurité sera mis en place pour assurer que les obsèques se déroulent dignement. L'archipel de Mayotte a été placé en alerte orange quelques heures après quelques heures du passage d'un nouveau cyclone. Il se trouve actuellement à 800 km de Mayotte. Les habitants craignent que le cauchemar recommence plus d'un mois après le passage du cyclone Chido qui a détruit une grande partie de l'archipel. Le niveau orange implique l'arrêt de la circulation des barges. La préfecture met en garde ce matin contre une dégradation significative des conditions météorologiques. Prenons la direction de Los Angeles où le bilan s'alourdit à 11 morts alors que les incendies continuent de ravager la deuxième ville des États-Unis. Le vent faiblit légèrement ces dernières heures, mais les incendies font toujours rage. Plus de 10 000 bâtiments ont été détruits par les flammes. Les pompiers continuent de lutter d'arrache-pied contre ces flammes. Vous découvrez ces images prises du ciel. Prenons tout de suite la direction de Pacific Palisades, rejoindre Solène Rioux et Camille Souhaut. Vous êtes donc dans l'un des lieux qui a été le plus détruit par ces incendies et le paysage est apocalyptique, Solène.
Ce sont des scènes de désolation que l'on découvre ici au cœur du quartier Pacific Palisades. On voit des rangées de maisons qui sont entièrement détruites. Les habitations sont complètement rasées, les voitures sont carbonisées. Vous allez voir sur ces images de Camille Souhaut cette résidence, par exemple, dont seules les fondations ont tenu. On arrive à voir le sous-sol, on arrive à distinguer, par exemple, une baignoire ou encore une cheminée. On a pu rencontrer les pompiers qui sont intervenus pour maîtriser le feu il y a de ça 2 nuits. Ils nous ont montré l'ampleur des flammes, nous ont expliqué à quel point il était difficile de les contenir. Et ce qui les inquiète tout particulièrement, ce sont de nouveaux départs de feu. C'est pour ça qu'on les voit patrouiller toutes les minutes dans ces rues de ce quartier assez aisé. Tout simplement parce qu'ici, le sol est très sec, les structures sont très sèches. Et puis on s'attend aussi à des vents très violents à partir de cet après-midi. Tout ce qui est propice à la propagation de feu ou à de nouveaux départs d'incendie. Ouais, non, mais là, c'est... Et sachez qu'un couvre-feu a été mis en place dans les zones sinistrées pour éviter notamment les pillages. La garde nationale a été déployée pour sécuriser les zones ravagées par les incendies où plusieurs cambriolages ont eu lieu ces dernières heures. Et ce sera l'un des thèmes de votre émission. Paola, vous y reviendrez notamment avec François Gémen, membre du GIEC. Ce sera à 10h30. Voilà pour l'essentiel de l'actualité à 10h06, Paola. Merci Mathieu. Effectivement, François Gémen nous recevra on va le recevoir dans une poignée de minutes à 10h30. On lui demandera si la planète est passée à l'ère des méga-feux et comment vont réagir les assurances. Est-ce qu'elles vont cesser d'assurer nos maisons justement avec le réchauffement climatique qui s'accélère? Mais tout de suite, on va revenir sur cette crise diplomatique entre Paris et Alger. Regardez la une du Parisien, le torchon brûle, voilà, entre Paris et Alger. Le renvoi en France par l'Algérie d'un influenceur algérien expulsé le même jour par les autorités françaises a fait monter la pression d'un cran. Pour rappel, il s'agit de Boualem N, 59 ans, 6 condamnations qui avaient incité à la violence sur TikTok. L'Algérie cherche à humilier la France. Ce sont les mots très forts qui sont signés par Bruno Retailleau, le ministre de l'Intérieur. On va l'écouter. Je veux dire ma stupéfaction et je pense qu'on a atteint avec l'Algérie un seuil extrêmement inquiétant. On voit bien que l'Algérie cherche à humilier la France. Comme ça, Hier, Jean-Noël Barrot, le chef de la diplomatie, était l'invité de Margot Haddad sur LCI. Il a dit que la France allait répliquer Nicolas Domenech, mais quelle est la bonne réponse? Justement, on attend avec impatience, parce que c'est pas simple. En tout cas, on a vu dans la presse ce matin, aussi bien dans le Parisien avec David Lisnard, que dans le Figaro avec Gabriel Attal, qui a une voie, en tout cas, qui est tracée selon eux, qui est au fond de revenir sur les accords de 68, qui facilitent les visas pour les Algériens, le regroupement familial, etc. Alors maintenant, est-ce qu'on peut revenir dessus et dans quelles conditions? C'est une chose, mais est-ce qu'on voudra? Est-ce qu'il y aura une volonté politique? En tout cas, c'est aussi une autre chose. On va voir aussi le taux d'OQTF, le taux d'exécution des OQTF qui est de 7% depuis 2020. Cet homme, donc cet influenceur algérien, était sous OQTF, Maxime Yeddo. Qu'est-ce qu'on peut faire concrètement quand l'Algérie refuse de reprendre son ressortissant? Tout à l'heure, Nicolas Domenech vient de rappeler en effet la tribune de Gabriel Attal. Ça aurait été tellement formidable qu'un homme avec une telle vision puisse avoir à un moment des responsabilités importantes en France. Il a été Premier ministre et ça me fait toujours sourire parce que les Premiers ministres ont toujours des idées formidables une fois qu'ils ne sont plus au pouvoir. Parce que Édouard Philippe avait déjà lancé le sujet, il me semble, en 2023 à la une de l'Express en tapant du poing sur la table. Il ne me semble pas que lorsqu'il était à Matignon, déjà c'était un soleil éclatant dans les relations entre Paris et Alger. Gabriel Attal, c'est la même chose. Donc ça, je suis toujours un peu stupéfait. Et ensuite, peut-être que de remettre immédiatement en cause l'accord de 68, on a en effet la fameuse aide au développement. On parle souvent de 800 millions d'euros, ce qui est un faux chiffre, c'est souvent 130 millions d'euros, mais à l'heure où on parle beaucoup des économies, de dépenses inutiles, peut-être que dans des périodes de tension comme ça, on pourrait commencer par mettre une petite pression sur l'argent qu'on donne. Et puis j'ajoute ensuite que entre les relations France-Algérie, il y a aussi, on va dire, un avantage dont jouissent les propriétaires de visas diplomatiques, c'est-à-dire qu'une fois qu'ils arrivent en France, c'est un laisser-aller total, ce qui n'est pas le cas en Algérie. Donc pourquoi ne pas commencer, si vous voulez, sur ces choses quand même assez symboliques, à commencer à faire pression? Ce serait peut-être, je dis bien peut-être, un bon début pour hausser le ton, parce que là aussi, j'entends toujours que la France va hausser le ton. Oui, bon, quand on écoute les autorités algériennes et la violence des déclarations envers la France, et quand on écoute nos autorités qui se tournent les pouces tranquillement en disant « oui, il va peut-être falloir réfléchir à une réponse gradée », je pense dans ce cas-là que, si vous voulez, si on n'est pas capable de
tout doucement engager un bras de fer avec l'Algérie, qui est un pays de fait extraordinaire, avec un tissu économique formidable, on ne va pas commencer à nous faire croire qu'on est prêt à discuter avec les Chinois. Complément, il faut savoir quand même que le Quai d'Orsay est opposé aussi bien à ce qu'on revienne sur l'aide au développement que ce qu'on revienne sur les accords de 68. C'est bien pour ça que c'est... Oui. Mais pour autant, c'est une crise qui recoupe, et c'est ça qui est extrêmement problématique et intéressant dans cette crise, c'est qu'elle recoupe à la fois l'intérieur, c'est-à-dire qu'il y a à peu près 10 millions de Français qui ont un rapport étroit, intime avec l'Algérie, donc en France. Donc c'est le ministère de l'Intérieur qui peut gérer aussi cette question-là. Et en même temps, c'est une relation diplomatique avec un pays qui entraîne aussi un passé colonial qui est extrêmement douloureux, qui n'a pas été soldé. Mais je voulais revenir sur ce que disait Maxime à propos de cette aide au développement. 130 millions d'euros par an, franchement, c'est peanuts. La France est extrêmement dépendante en termes d'hydrocarbures notamment, de gaz et de pétrole, de ce qu'elle importe de l'Algérie. Le déficit commercial est de l'ordre de 3 milliards d'euros. La balance, elle s'établit à peu près à 11 milliards entre les deux pays. Donc qu'est-ce qu'on peut faire ? Moi, ce qui m'a intéressé dans ce qu'a dit hier Jean-Noël Barrot, le ministre des Affaires étrangères, à Margot Haddad, c'est qu'il a parlé en fait effectivement de cette riposte, donc quelle pourrait être cette riposte, et il a parlé en réalité de mesures publiques et non publiques. Et le non-public, ça serait peut-être d'être dans une posture aussi offensive à un moment donné, et notamment sur les réseaux sociaux, exactement comme le fait l'Algérie avec ses influenceurs dont on parle, et qui se livrent à des manœuvres de déstabilisation. Est-ce qu'on est capable de le faire ? Je me rappelle, et c'est là que j'en termine, une interview qu'avait donnée le chef d'état-major de l'armée française, Thierry Burkhardt, dans le Figaro, et qui disait qu'au-delà de la défense qu'on doit pouvoir imposer quand on a des manœuvres de déstabilisation qui sont entreprises comme des pays comme la Russie par exemple, aujourd'hui l'Algérie avec ses influenceurs, il faut désormais imaginer dans le champ de la guerre informationnelle et hybride d'être en posture offensive. Est-ce que c'est ça, une mesure diplomatique non publique ? En tout cas, la bien question entendu, se Guillaume, pose. mais là on a l'impression que l'offensive vient plutôt d'Alger, avec notamment la détention de l'écrivain Boualem Sansal et cette guerre des influenceurs. Est-ce que c'est comme ça que vous le ressentez, Tristan Banon, c'est-à-dire une offensive ? Moi, je voudrais surtout remettre Boualem Sansal au cœur du débat. Il ne faut pas oublier que c'est un homme de 75 ans qui est détenu dans des conditions compliquées. Je crois qu'il est à un espace dédié à la santé à l'heure où on se parle, et qu'il n'a rien à gagner à toutes ces polémiques, et même plutôt tout à perdre, parce qu'on a bien compris dans les déclarations du président algérien de la fin de l'année 2024 que ce qui dérangeait chez Sansal, c'est ce qu'il avait de français en lui. Il y a un problème franco-algérien, il va falloir le régler, mais l'urgence, c'est Boualem Sansal. Et je pense que le seul moyen de l'aider, c'est de faire de cette histoire, non pas une histoire franco-algérienne, mais une histoire européenne. Il faut que l'Europe dans l'ensemble, et là-dessus Gabriel Attal a très bien parlé dans sa tribune, dans la seconde partie de sa tribune, il faut que l'Europe s'empare du sujet et demande qu'il soit immédiatement libéré, parce que sinon il va finir par y rester. Et j'aimerais juste qu'on pense toujours à ça avant tout le reste, parce que toutes ces polémiques font du mal aux possibilités qu'il a de sortir, d'être libéré de prison. Et Jean-Noël Barrot, hier, donc sur LCI, invité de Margot Haddad, invitait l'Algérie à délivrer un visa à l'avocat de Boualem Sansal. Évidemment. Alors, jusqu'où ira l'escalade entre Paris et Alger ? On va poser la question à Benjamin Stora, historien qui, je le rappelle, est l'auteur d'un rapport en 2021 sur la mémoire de la colonisation de la guerre d'Algérie qu'il avait remis à Emmanuel Macron. Benjamin Stora, bonjour. Bonjour. Je rappelle vos ouvrages, Les Algériens en France, édition de La Découverte, et L'Algérie en guerre, un historien face au torrent des images. Alors, ces relations entre la France et l'Algérie, vous les étudiez depuis des années. Est-ce qu'on arrive à un point de rupture, quasiment à un point de non-retour ? Nous sommes aujourd'hui à une sorte de seuil critique jamais vu entre l'Algérie et la France, puisqu'il y a eu, sur le plan structurel, énormément d'affrontements. Enfin, on peut citer évidemment ce qui s'est passé en 1976 entre Valéry Giscard d'Estaing et Ouari Boumedienne. Déjà à cette époque-là, il y avait eu une sorte d'affrontement, de glaciation autour de la question du Sahara occidental en 1976, et puis ensuite en 1990, entre François Mitterrand et les autorités algériennes à propos de ce qui s'était passé au moment des élections algériennes. Et puis enfin, avec Jacques Chirac, il y a eu une période à la fois d'euphorie et de glaciation. On était au bord de signer un traité d'amitié en 2003-2004. Et puis en 2005, il y a eu cette loi sur la colonisation positive qui a à nouveau
entraîné une période de glaciation terrible. Donc vous voyez que c'est, comment dirais-je, une sorte de structuration, je vais dire, assez classique des rapports franco-algériens qui naissent d'une histoire compliquée quand même, puisque c'est l'histoire coloniale, 232 ans de présence française en Algérie. Et le président Macron avait été effectivement, comme vous le rappeliez, très loin dans le fait, en me commandant ce rapport en 2021, de faire un certain nombre de gestes mémoriels visant à réconcilier la France et l'Algérie. Je crois que jamais un président français n'avait été aussi loin dans cette volonté de réconciliation et de rapprochement. Et malheureusement, disons que les circonstances diplomatiques sont venues percuter ce vaste chantier mémoriel et nous en sommes revenus effectivement à une période de glaciation. Mais excusez-moi Benjamin Stora, est-ce qu'on ne peut pas envisager, malgré justement la volonté, les efforts d'Emmanuel Macron sur la question mémorielle, sur sans doute la nécessaire reconnaissance de certains crimes, est-ce qu'on ne peut pas estimer que certains propos, dont reconnaître ou admettre, selon lui en 2017, que la colonisation avait été un crime contre l'humanité, n'a pas encouragé d'une certaine manière l'Algérie à prendre ses aises avec la France au point d'en arriver à des déclarations qui sont plus et qui sont au-delà du manque de respect? Moi, je ne pense pas qu'on puisse reprocher, disons, à Emmanuel Macron d'avoir tenté ce rapprochement avec l'Algérie, qui reste, comme nous le savons tous ici, un grand pays, hein, avec une très grande façade méditerranéenne, la plus grande façade avec l'Europe. Hein, donc il y a la question migratoire qui est très importante, et puis la plus grande façade saharienne. La question du Sahel est extrêmement importante. Donc on ne peut pas reprocher à Emmanuel Macron, en termes, disons, géopolitique d'une part, et de politique intérieure d'autre part, parce que la question algérienne reste aussi une question franco-française, il ne faut pas l'oublier. Il y a énormément de personnes qui vivent en France avec cette question disons, de la mémoire douloureuse entre l'Algérie et la France. Donc non, je crois qu'il a tenté cette ouverture. Il a fait un certain nombre de gestes qui va, grosso modo, de l'affaire Maurice Audin jusqu'à la reconnaissance, disons, de ce qu'avaient subi les harkis à l'été 1962. Donc c'était une vaste panoplie de mesures, disons, qui étaient nécessaires, je pense, du point de vue de la réconciliation mémorielle. Mais disons qu'il y a un certain nombre de lobbies, de fractions à l'œuvre d'une rive à l'autre de la Méditerranée, comme il l'a dit lui-même d'ailleurs, qui utilisent cette rente mémorielle pour ne pas faire aboutir cette réconciliation mémorielle. En tout cas, il n'est pas franchement remercié par l'Algérie. Alors hier, Jean-Noël Barrot, justement le chef de la diplomatie française, a dit qu'il voulait répliquer face à l'offensive de ce qu'on appelle les influenceurs algériens, tout du moins. Et ce matin, eh bien, Gabriel Attal pose la question épineuse sur la table. Il dit, face aux provocations incessantes d'Alger, il faut dénoncer l'accord franco-algérien de 1968. Ça, pour vous, c'est une bonne option de réplique ? Écoutez, l'accord de 1968 nous renvoie à l'accord de 1962, c'est-à-dire les accords d'Évian. Il faut lier les deux aspects. Or, il faut savoir que les accords de 1962, c'est-à-dire les accords d'Évian, prévoyaient la libre circulation complète entre l'Algérie et la France, parce qu'à l'époque, il fallait effectivement accueillir les Européens d'Algérie, les pieds noirs, qui quittaient l'Algérie française pour aller vers la métropole. Donc la circulation était totale entre les deux pays. Donc l'accord de 68, c'est un accord qui visait au contraire à restreindre cette liberté de circulation totale entre les deux pays. Et donc, par conséquent, si nous abrogeons les accords de 68, est-ce qu'il ne faudrait pas revenir aux accords de 1962, c'est-à-dire les accords d'Évian? À ce moment-là, on touche à une question très symbolique, qui est la politique algérienne du général de Gaulle et le passage à l'indépendance de l'Algérie. Et là, c'est une autre paire de manches, c'est un autre type de discussion. Par ailleurs, cet accord de 68 avait été largement vidé de son contenu par toute une série de mesures qui avaient été prises en 1993 sur la question du droit du sol. Et il n'était plus possible de manière automatique d'accéder à la nationalité française en étant né en Algérie, y compris avant 1962, ce qui est mon cas par exemple. Donc vous voyez que c'est des choses extrêmement complexes qui nous renvoient à une histoire d'imbrication entre les deux pays. Donc par une simple mesure, en touchant simplement l'accord de 68, qui par ailleurs, encore une fois, a été vidé complètement de son sens, on en revient à discuter d'une question très sensible qui est le passage à l'indépendance même de l'Algérie de 1962, c'est-à-dire
les accords d'Évian. C'est une solution qui avait été même, entrouverte par Nicolas Sarkozy, par exemple, qui réfléchissait au problème de la redéfinition des accords d'Évian. Alors, toucher à cela aujourd'hui, ça enflammerait encore davantage, disons, les passions entre les deux pays. Passion qui reste encore aujourd'hui très douloureuse. Merci beaucoup, Benjamin Stora, d'avoir été l'invité de LCI. Alors, on en vient justement aux 3 mousquetaires qui sont à la une de Parisien ce matin. Je parle bien sûr d'Olivier Faure, de Boris Vallaud et de Patrick Kander, les 3 mousquetaires négociateurs du PS qui s'affichent unis à quelques jours du discours de politique générale de François Bayrou. Alors, ils demandent une suspension pendant 6 mois du départ à la retraite à 64 ans, le temps de sa renégociation. Et Nicolas Doménac, eh bien ce matin, vous avez eu une formule qui a fait mouche. Moi ? Oui. Moi, je dis que c'est en vue.